Bonsoir messieurs, dames. Bienvenue au Studio Bastille. Merci à vous d'être là, merci à nos trois artistes d'être ici. Juste à ma gauche, Lisette Oropesa qui chante Marguerite de Valois. Juste à côté, Hermonella Jao qui chante Valentine. Et encore à côté, Karine Deshaies qui chante Le Page urbain. Et merci également à Pascal Fougère qui va nous donner un coup de main pour la traduction. Mais vous allez entendre à quel point le français de nos deux invités, Karine évidemment, mais le français de Lisette et d'Hermonella est absolument confondant. Je pense que vous avez tous vu ou êtes sur le point d'aller voir ces Huguenots qui sont actuellement à l'affiche de l'Opéra Bastille jusqu'au 24 octobre, sauf erreur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de rentrer un peu dans les parcours de chacun et puis le rapport à cet opéra qu'on n'a pas vu à l'Opéra de Paris depuis 60 ans, 1983 ans. Je voudrais savoir ce que le nom de Meyerbeer représentait pour chacune d'entre vous dans votre parcours, ou si vous en avez entendu parler, si vous l'aviez chanté avant ou pas. Peut-être que prendre le micro sera plus facile. Lisette. Allô? Ça marche? Ça marche? Vous m'entendez? Bonsoir. Alors pour moi, le nom Meyerbeer me fait penser toujours à bel canto en stéroïdes. Bel canto plus dur que bel canto. Ah oui, d'accord. Des anabolisants, voilà, le bel canto plus dur. Parce que tous les airs que j'ai entendus dans ma vie de Meyerbeer sont toujours airs très très longs, airs avec legato, avec coloratura, avec les notes piquantes, piquées, avec des aigus, des suraigus. C'est toujours une musique très très difficile de chanter. Donc pour moi, c'est un peu la peur, la peur de Meyerbeer. Mais aussi, je crois que comme il était juif allemand. Allemand, oui. Il a eu des problèmes avec d'être apprécié après le temps, après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et je pense qu'il a maintenant une révolution. On chante maintenant beaucoup de Meyerbeer, on entend de plus. Et je crois que c'est une chose, on n'a pas besoin d'avoir peur. Voilà. Vous aviez chanté déjà du Meyerbeer avant? Non, juste même des pas airs. Au conservatoire, dans des concours? J'ai étudié un peu les airs de Dinora, par exemple, mais pas fort pour dire oh, je vais chanter ça, je vais faire pour une audition. Une audition, par exemple, les airs sont trop longs. Et on me dit toujours non, c'est meilleur chanter Donizetti ou une chose plus courte pour les auditions parce que là, j'en reste pas beaucoup de temps. Ouais. Voilà. D'accord. Hermonella. Alors, bonsoir. Pour moi, c'était la première fois que je chante Meyerbeer. Et je découvris une musique vraiment très difficile, comme Lisette a dit. Et en même temps, c'est une challenge. Et je parle pour la vocalité de la Valentine. Et ça a été vraiment une challenge. Pourquoi quand j'ai vu la Valentine, Meyerbeer, il a écrit la Valentine pour le soprano, presque mezzo-soprano Falcon, avec beaucoup de tessitures vraiment très graves et très aiguës. Et quelquefois, oui, je savais que ça a été vraiment un challenge, mais quelquefois, c'est très, très important à faire quelque chose un peu différent. Et pour moi, cette musique, c'était très dramatique aussi. Et je cherche chaque fois pour supérer les difficultés vocales et pour donner à chaque rôle que je chante, même quand c'est nouveau, la couleur de mon âme, la couleur de l'âme de personnage que je chante. Et quelquefois, ça a été la clé de succès aussi pour moi, pour aller un peu... Pourquoi je sais, un autre Falcon, un autre Cornelia Falcon n'existe pas, peut-être. Et bon, chaque fois, j'ai cherché un peu à aller à la drame, à jouer plus comme une actrice et utiliser la voix pour l'émotion. Et c'est pour ça Meyerbeer m'a pris une autre fenêtre dans nos répertoires très, très difficile, mais
Mais on fait cette expérience et chaque fois, ça rend on impacte beaucoup de choses nouvelles. Et voilà, c'est ça. Pour moi, Meyerbeer, c'est comme ça. Karine Dié, quel rapport aviez-vous avec la musique de Meyerbeer avant de chanter ce rôle-là? Est-ce que c'était un compositeur que vous écoutiez, dont vous aviez chanté certains airs, ou totale découverte? Alors bonsoir. Moi, ça n'était pas une découverte parce qu'effectivement, au Conservatoire de Paris, on donne souvent les airs de Meyerbeer. Et moi, l'air d'Urbain, en tout cas le premier, parce qu'il ne fait que 4 minutes, il est court, j'ai eu l'occasion de le faire pour tous les concours, pour les auditions. Et c'est vraiment un air d'audition parce qu'effectivement, ça montre la souplesse que l'on doit avoir du chant, le legato, tout l'ambitus vocal également, les notes graves, les notes aiguës. Et c'est vrai que le page urbain, ça fait plus de 20 ans voilà, que je vis avec, que je me l'approprie. Et j'ai déjà eu la chance, en plus de le faire déjà en scène, je l'ai fait en version concert à Madrid, il y a donc 7 ans, et il y a 6 ans dans la production d'Olivier Py à Strasbourg. Donc en fait, voilà, c'est à chaque fois un plaisir renouvelé de chanter cette musique et ce rôle. Ouais. Ça se rapproche de quoi? De Rossini pour vous un petit peu? Mais complètement, en tout cas l'écriture d'Urbain. C'est vrai que ça vocalise. On imagine très bien à l'époque que la personne qui a créé le rôle était aussi une rossinienne. Ça va exactement dans cette direction. Mademoiselle Flécheux. Ben oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un rôle où les vocalises, oui, ça doit être jubilatoire. On doit jouer avec ça. C'est le rôle comique quand même de l'histoire. C'est vrai qu'après l'acte 3, il disparaît et on ne le voit plus dans le drame qui va suivre. Donc c'est le rôle, on va dire, sympathique de la soirée. Oui, le rôle souriant. Oui, dans un opéra qui n'est pas tellement souriant. Voilà. Hermone Lajao, dans le rôle de Valentine, on parlait tout à l'heure, on se disait à l'instant, c'est un opéra, c'est un succès, un opéra collectif. C'est-à-dire que Marguerite de Valois, on l'entend au début du deuxième acte. Valentine, on la voit un petit peu, mais son grand moment, c'est le quatrième acte, avec ce grand air, le duo avec Marcel, le duo avec Raoul. Oui. Comment vous avez préparé ce personnage, ce rôle? C'est drôle. On avait fait la répétition pour un mois avec Brian, notre un mois de ténor. Répétition. Oui, ouais. Un mois de répétition. Et on a trouvé pourquoi, c'est mon opinion, Valentine, oui, la partition de Valentine a besoin de travail avec tout le monde, surtout avec le ténor, parce que les pages plus importantes de Valentine, c'est le grand duo avec le ténor, après le grand trio avec Marcel. Et c'est pas juste une chanteuse à chanter son trois. C'est one of them. Sorry, one of them doesn't work, or we don't connect completely. Ne marche pas complètement comme on pensait. On avait travaillé beaucoup, mais après, it was this problem here that because to be an opera singer, sorry, I have to try to be an opera singer. It's not so easy. It's not so simple, you know, because we have the instrument with us and the whole body. It's a big instrument as well. And emotionally, we get really difficult moments. So that's what had happened to our wonderful colleague, Brian Himmel. So we had this kind of connection, Raoul and Valentine. It was something amazing, which when he left, it was like a part of my life, or the part of my role left with him. So I missed him so much. But the other colleague, he did a wonderful job as well, Raoul, because to replace someone at the last moment, it's not so easy. So, to go back, Valentine needs to work all together. Alone, it's difficult to get that kind of strength, I think. So, yeah.
Pascal. Oui, donc effectivement, hein, Valentine, c'est vraiment un rôle qui est un rôle qui fonctionne seulement avec ses autres partenaires. Hein. Donc on a fait un mois de répétition avec Brian Emmel, je crois, qui ensuite est parti. C'est vrai que c'était difficile de trouver un équilibre, et quand il est parti, j'avais presque l'impression de perdre une partie de moi-même, parce que c'est pas facile d'être un chanteur d'opéra, puisque évidemment nous promenons notre instrument avec nous, on a notre instrument en nous qui est dans le corps, qui est quelque chose d'un peu volumineux, on va dire. C'est pas tout petit, c'est quelque chose qui est aussi émotionnellement difficile. Hein. Donc, Brian était un formidable partenaire. Quand il est parti, ça a été difficile. Mais je tiens à saluer, bien sûr, également le formidable travail de la personne qui a repris le rôle de Raoul. Et là, j'ai oublié mon petit programme. Joseph Tang. Et du coup, particulièrement pour Valentine, les partenaires sont essentiels. C'est un rôle qui ne peut pas être travaillé seul. Alors, Valentine et Urbain sont des personnages fictifs, on va dire. Des personnages dont on ne sait pas vraiment s'ils ont existé. La suivante, préférée de la reine, le page. Mais Marguerite, elle, c'est un personnage historique qui a joué un rôle ô combien important. Est-ce que cette histoire de France, Lisette Oropesa, le contexte, la Saint-Barthélemy, est-ce que vous avez lu des choses dessus? Est-ce que vous êtes préparé, j'allais dire, historiquement pas beaucoup. Face à ce personnage. Pas assez. Nous, aux États-Unis, on étude de l'histoire des États-Unis, que c'est une histoire un peu courte, comme vous avez une histoire beaucoup plus longue. Mais j'ai vu, après d'une semaine de répétition, j'ai vu le film La Reine Margot. Patrice Chéreau. Oui, que c'est un film très connu ici, parce que tout le monde m'a dit « Ah, tu ressembles beaucoup à Isabelle Adjani ». Oui. Avec la robe, la tenue. Avec la robe et les cheveux noirs. Tu sais quoi? Au début, ils m'ont dit « Ah non, on va faire une perruque blonde ». Parce que Marguerite, la vraie reine, aimait aller avec la perruque blonde. Et parce que Diana Damrau est blonde aussi, ils ont eu l'idée de faire une blonde. Mais quand je suis arrivée, j'ai fait 2 essayages de costumes avec 2 perruques blondes et ne marchaient pas. Restez brune. Moi, je ne peux pas. Et je suis trop italienne, je ne sais pas. Mais non, donc oui, j'ai appris un petit peu de l'histoire. Et je crois que aussi pour Meyerbeer, comme j'avais dit au début, qu'il était une personne un peu tourmentée, torturée pour être juif, sauf surtout pour Wagner, qui a fait la vie très difficile pour lui, parce que Wagner le haït. Oui, après avoir été très élogieux d'ailleurs. Voilà. Quand il avait besoin de lui, il était très élogieux. Voilà, et puis après, parce qu'il avait beaucoup d'argent, oui. Meyerbeer, il était très riche. Donc j'ai lu toutes ces choses et j'ai pensé, c'est intéressant que Huguenot ait de ça le sujet. Et ça, intolérance, c'est un mot. et alors, La Reine Margot, vous en avez pensé quoi, le film? La Reine Margot, pour moi, le plus intéressant, et qu'elle ne parle pas, elle ne pense pas à ces problèmes de la religion. Elle est catholique parce qu'elle est catholique, mais elle n'est pas fanatiquement catholique comme le père de Valentine qui est fanatique. Et aussi Raoul est fanatique parce qu'il ne veut pas changer son religion. À la fin, quand elle dit il faut devenir catholique pour nous échapper, il dit non, je ne veux pas faire. Les deux sont fanatique. Et la reine fait toujours, elle veut toujours avoir la paix, elle essaye toujours de faire la paix entre les deux parties. Elle n'arrive pas. C'est intéressant qu'un personnage royal n'a pas le pouvoir de choisir ou de faire la paix entre un monde des hommes. Et je crois que pour ça, notre deuxième acte, c'est toutes les femmes, le monde des femmes, le monde de l'amour, des choses philosophiquement. C'est aussi la religion. La religion parle beaucoup de l'amour. Et on ne dit pas, notre religion est l'amour. Ce n'est pas la religion. Notre Dieu d'amour, notre pensée, toujours, le plus important pour nous, c'est l'amour. Et les femmes sont les seules personnes qui vraiment ont toujours cette idée et ce chemin
de suivre l'amour. C'est Valentine qui, à la fin, fait tout ça. Elle change son religion pour suivre l'amour. Et c'est le message d'être chrétienne, d'être... chrétien. Voilà. Et pour ça, je crois que c'est intéressant. Karine, l'arrière-plan historique, vous, pour ces Huguenots, vous vous êtes préparé ou oui, vous bien sûr, mais finalement, l'histoire d'amour qui a été rajoutée, en fait, l'association de Valentine et de Raoul, c'est ce qui va se passer après, parce que c'est à la suite de la Saint-Barthélemy que la reine Margot va elle-même épouser un protestant pour réconcilier les deux camps. Donc en fait, c'est une anticipation du désir de réconcilier les deux camps. Mais ce qui est terrible, c'est de se dire que à l'heure actuelle, avec des centaines d'années plus tard, le sujet est toujours d'actualité. Je crois que c'est ça surtout. Ça nous touche parce qu'on se rend compte que le sujet est toujours d'actualité, que malgré les différences de religion, on se rend compte que c'est toujours un facteur déclenchant malheureusement des conflits et des guerres. Oui. Dans votre travail avec le metteur en scène Andreas Kregenburg, vous avez eu ça, il vous a donné ce genre de pistes, penser la situation aux situations d'aujourd'hui ou... C'était un degré un fil de lecture ou pas? Non, parce que finalement, Andreas était dans une optique, il nous a toujours parlé, lui, d'élégance. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un conflit, effectivement, il y a la guerre, effectivement, les croix vont se transformer en épées. Mais lui, il a voulu quelque chose de plus élégant. Il s'est plus tourné vers la scénographie, justement. J'avais un souvenir plus violent avec la production d'Olivier Py, par exemple. Là, on était plus dans le conflit. Donc, il a voulu une autre vision. La fin est toujours là, le drame est toujours là, il y a quand même du sang, puis on voit le sang qui coule à la fin. Mais lui, il s'est attaché à quelque chose de plus élégant. C'est-à-dire qu'il y a un drame, mais on n'a pas été trop dans le concret, finalement. Voilà. Armonella, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre arrivée sur les premiers jours de répétition, quand vous êtes arrivé ici, fin août, mi-août. Le 16 août. Le 16 août. Pensez à nous, 2 mois et demi en tout. 2 mois et demi de répétition. Non, 1 mois et demi de répétition et 1 mois de représentation. 1 mois et demi, oui. Mais le premier jour, il faisait très chaud. Très chaud, mais on a commencé à répéter immédiatement. Mais j'étais vraiment très contente. Pourquoi faire la musique avec des amis? C'est quelque chose de très, très, très beau. Pourquoi c'est la musique, le théâtre, c'est cette concentration d'énergie. Voilà pourquoi on fait la musique. Et la musique, c'est la langue de notre âme, notre cœur. Et on en fait la musique avec des amis. J'ai chanté avec Karine beaucoup. Combien de fois on avait chanté? Ouais, c'est ça. Avec Brian et on avait reconstruit l'opéra step by step. Et après, quand ça commence comme ça, avec le premier acte, et on attendait Lisette. Quand Lisette est arrivée, c'était une fantastique surprise. Je peux dire vraiment incroyable. Et on était tous ensemble. Pourquoi? C'est la raison, le message. Et le message que cet opéra a donné à tout le monde, c'était le message d'amour et de paix. Pourquoi on a commencé l'énergie de tout le monde, de tous les collègues de chœur, et ça a été vraiment quelque chose de très, très, très spécial. Et on a senti ce message, même quand on avait travaillé, on avait répété beaucoup de fois, et voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de ça. Est-ce que l'ambiance est différente quand on répète un opéra qu'on n'a pas joué depuis des décennies, ou c'est la même chose que quand on va répéter à nouveau Traviata ou Rigoletto qu'on connaît déjà, que vous avez fait pour Traviata un certain nombre de fois? Est-ce que l'ambiance est la même, ou est-ce qu'on travaille différemment quand tout le monde découvre à peu près l'opéra? Mais tout le monde a découvert. En fait, excepté, je le dis, je suis chanceuse, excepté moi, tout le monde est en prise de rôle. Ouais. Donc c'était très... Et je voulais aussi féliciter, j'en profite en public, Lisette qui a quand même appris le rôle en 8 jours. Oui, on va y venir. Non, mais c'est ça, c'est vrai. C'est un petit secret. Mais même... Mais même chaque fois, c'est comme la première fois, même quand on chante le même rôle, le même titre, et après, la production, c'est complètement différent, les collègues sont complètement différents, et voilà, chaque fois, c'est comme la première fois. Mais cette fois, avec le Meyerbeer, on avait découvert, tout le monde, on avait découvert quelque chose de nouveau, une nouvelle
tous les jours ensemble. Alors donc on est le 16 août, tout le monde arrive en répétition, Diana Damrau est là pour répéter un jour ou deux, je crois, même pas du tout, elle n'est pas venue du tout. Voilà. Et vous, le 16 août, vous étiez où? Moi, j'étais à Pesaro. À Pesaro? Oui, il était minuit. Oui. Minuit. J'avais fait la première de Adina, un rôle de Rossini. C'est rare aussi, non? Adina? Adina de Rossini. Oui, un acte, un opéra d'un acte. Et j'avais fait la première et je suis allée à manger gelato à minuit. Oui. Et m'appelait mon agent qu'il était là avec Michele Mariotti parce qu'il habite là. À Pesaro. À Pesaro. Qui dirige il était à maison à faire les études. Et ils étaient dans le bar, dans les associés, on peut dire, dans les associés de Pesaro. Et il m'appelle mon agent, Lisa, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je dis, non, je prends un gelato, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, oh, il faut venir maintenant, tout de suite, maintenant à les associés. Je dis, ok, j'arrive. Je suis, qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, Lisette, la semaine prochaine, après Adina, tu vas aller à Paris à faire ton début comme Marguerite de Valois. Qu'est-ce que tu crois? Et j'ai dit, moi, c'est pas vrai. C'est pas possible. Comment que j'ai jamais chanté ça? Et Mariotti m'a dit, oh, c'est rien, c'est un air, un duo, c'est facile, tu peux l'apprendre. On va t'envoyer la musique. Ok, j'ai dit ok, il faut regarder un peu la partition. Il m'a dit non, tu es parfaite, vraiment, tu es parfaite. Mais il faut choisir maintenant. Mais je dis mais attendez, c'est minuit, 12h30. Il faut penser un peu. Et je suis allée à la maison, j'ai entendu, je suis immédiatement allée à YouTube à chercher le petit air qui chante Marguerite. Oui. Oh, beau pays, oh, que belle. Ok, beau pays, oh Dieu, ok, c'est 20 minutes. Un petit air de 20 minutes. D'accord, ok, ça va, oui, je peux faire ça, j'espère de pouvoir faire ça. Il faut regarder la partition. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait un disque de Damrau, que Damrau a fait un disque de Meyerbeer, de tous les airs de Meyerbeer. Je dis, je vais entendre ça pour savoir qu'est-ce qu'elle fait, par exemple. Parce que l'entendre un enregistrement des années passées, c'est une autre chose qu'aujourd'hui tout le monde veut faire, comment c'est écrit, puriste. La mode puriste. Alors j'ai entendu tous les deux et j'ai dit ok, ça va, je crois que je vais essayer. Ils m'ont envoyé la musique 2 jours après. J'ai attendu 2 jours. Ils m'ont envoyé la musique par email. Le 2e acte, juste le 2e acte. J'ai dit ok, ça va. Je suis allée à imprimer, je suis tombée malade parce que mon corps peut-être m'a dit non, pas. Et c'est tombé malade. Et je suis allée tous les jours de la semaine. Et je chantais aussi Adina. 3 spectacles, oui, à la même temps. Oh, merci, vous êtes très gentil. Merci. Et je suis allée chaque jour dans l'Accademia, dans une petite chambre avec un piano à faire comme ça. Mais je ne pouvais pas chanter très bien. J'étais comme... comme ça. Et je chantais, j'ai appris un peu le rôle. Je suis arrivée ici à Paris. Après tout ça, je suis arrivée, j'ai dit, alors, je ne suis pas vraiment préparée. J'ai appris un peu le rôle, mais je n'ai jamais chanté parce que je suis un peu malade. Donc, si on peut aller un peu lentement, là, voilà, je vais faire tout le possible. Et le premier jour, il m'a dit ok, à 10h30 il faut faire l'essayage de costume, à 11h30 il faut commencer le 2e acte avec toi, allons-y. C'était comme ça. Je suis poussée dans les répétitions, mais ok, il faut, comme on dit en anglais, sink or swim. Chanter ou couler. Chanter ou couler, voilà. Ouais. Et moi j'ai fait... Vous n'avez pas coulé. Merci. Mais grâce à Dieu, on avait 4 semaines de répétition. Donc en fait, vous appreniez le rôle au fur et à mesure des répétitions, à part l'air du 2e acte. J'avais jamais vu la partition. La partition complète est arrivée à Pesaro le dernier jour que j'étais là, avant de venir ici. Quand j'ai vu la partition sont 2 livres comme ça. Et j'ai dit, attendez, mais il faut regarder tous les autres actes pour être sûr que Marguerite n'entre encore. Oui.
Et elle participe dans le troisième. Et Mariotti m'a pas dit, il m'a dit, mais non, mais c'est rien, c'est un chœur, tu peux l'apprendre en 2 jours. Non, c'est très compliqué ça. Ouais. Le troisième acte, je suis arrivée ici à Paris avec la partition. Et j'ai commencé à apprendre le troisième acte, le finale que nous avons, que c'est compliqué. Ouf, 1 semaine pour apprendre ça. Et ça vous était déjà arrivé d'apprendre un rôle si vite? Il y a une technique pour ça? Comment on fait? Jamais. Jamais. Non, j'ai toujours eu temps pour apprendre un nouvel rôle. Un nouveau rôle. Ouais. Les autres temps que je suis... oui, j'ai fait de venir au dernier moment à chanter quelque chose, mais c'est toujours une chose que j'ai jamais chantée, que j'ai déjà chantée, pardon. Gilda ou Constance, des rôles que je connais. Mais ça, c'est la première fois que j'ai fait un rôle jamais chanté, presque pas entendu. Ici, à Paris, que c'est un théâtre un peu important. Ouais. Voilà, et pour les Français, surtout chanter en français pour vous, c'est une chose qui me fait peur. Voilà. Et, mais j'ai essayé le plus possible et j'ai fait le plus possible. Et voilà. Vous avez réussi, oui. Hermonella, vous avez déjà appris un rôle dans un délai court? Ça a été pour moi sur Angelica, à Londres. Jamais je l'ai chanté et j'arrivais là 1 semaine avant la première. Mais grâce à Dieu, ça a été très court. Et je ne sais pas, c'est quelque chose. Pourquoi on prend tous les rôles? Quelquefois, je pense que c'est une part de notre tête que ce travail, ça marche juste pour mémoriser beaucoup de pages, beaucoup de musique. Et voilà, ça me semble des opportunités très, très importantes, quelquefois. Et ça a été comme ça. J'ai été à New York, à la maison, et quand Covent Garden m'appelait, me disait, mais est-ce que tu peux venir chanter sur Angelica? Moi, je ne dis pas que jamais j'ai chanté. Je disais, mais laisse-moi penser un peu. Mais j'adore Puccini, et j'adorais cet opéra que j'écoutais juste l'air, Senza Mamma. Jamais j'écoutais tout l'opéra. Et c'est pour ça, à ce moment, je disais, peut-être c'est le moment, c'est mon rêve à chanter sur Angelica, peut-être en cette condition un peu difficile, mais où tu as la difficulté plus grande, c'est ton opportunité dans la vie, chaque fois comme ça. Et voilà, ça a été très, très spécial pour moi, pourquoi j'ai découvert le rôle dans la répétition. Et même... Après, sur scène, j'ai eu un moment très difficile de ma vie, j'ai perdu mes parents en ce moment, et c'était comme une catharsis, c'était quelque chose qui, vraiment, c'était comme une thérapie quand j'ai chanté là sur Angelica. C'est pour ça, la tête, ça a été une autre direction, ça a été, je ne peux pas dire plus facile, mais peut-être émotionnellement, j'ai été... très, très vulnérable et ça a aidé beaucoup pour cet rôle. Parce que c'était court et très, très théâtral. Et voilà, c'était sur Angelica pour moi. Ouais. Et vous, Karine? Alors moi, ça n'était pas un rôle que je devais apprendre par cœur pour faire en scène, mais j'ai dû monter le rôle d'Andromaque, de Grétry, en 3 jours. J'ai fait un remplacement. Mais voilà, mais j'avais la partition, donc j'étais sauvée. Un rôle qu'on n'a pas l'occasion d'entendre souvent non pas. Non, d'ailleurs, je ne l'ai fait qu'une seule fois, vous voyez. Enfin, je l'ai fait 2 fois, exactement, au Théâtre des Champs-Élysées et à Bruxelles. Mais je monte souvent des opéras que je ne fais qu'une fois ou 2, c'est les challenges. Il y a une technique pour apprendre si rapidement un rôle? Pour apprendre très vite, alors déjà, j'ai envie de vous dire, faire beaucoup de solfège quand on est petit, ça, on apprend très vite après les partitions. Et après, on a tous des moyens d'apprendre qui sont évidemment propres. Moi, j'ai plus une mémoire visuelle qu'auditive. C'est-à-dire que quand j'apprends un rôle, je photocopie les pages dans ma tête, y compris une Sémiramide qui fait 700 pages, vous voyez, et j'apprends. Et quand je suis en scène, je suis sur la page de gauche, la page de droite, premier, deuxième, et je tourne les pages. Donc j'apprends très vite, mais je désapprends très vite aussi. Je nettoie les disquettes, comme on dit. Si on ne remet pas le rôle sur le métier, il y a des bouts qui sont des airs comme ça qui sont... Complètement, et même des rôles que j'ai fait énormément. Je pense à une Cenerentola ou une Rosina, il me faut quand même 3 jours pour tout remettre en place. Moi, je ne pourrais pas faire comme ça le soir même un remplacement. Comment ça s'est passé dans le cadre des Huguenots, où on n'est pas... Enfin, on a, dans le livret, c'est tout à fait intéressant, il y a des passages qui sont tels qu'ils ont été joués à la création, en 1836, et puis des passages qui sont coupés. On peut en parler d'ailleurs. Oui, c'est ça.
deuxième air a été coupé. Votre deuxième air a été coupé. Ouais. Qui fait 10 minutes quand même. Ah oui. Ouais, Vous l'avez dit. Alors, qui a pris la décision, par exemple, de couper cet air? Là, pour le coup, c'était le chef d'orchestre, parce qu'il fallait de toute façon faire des coupures. Mais pourquoi il fallait faire des coupures? Parce que la longueur de l'ouvrage fait toujours peur. Des ballets aussi ont été coupés. Oui. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'en cas de coupure de cet air, il y a un récitatif qui se rajoute. Parce que normalement, c'est Urbain qui amène Raoul en scène. Et là, je dois annoncer l'arrivée de Raoul. Donc, en fait, j'ai appris un récitatif que je n'avais jamais fait auparavant. Vous voyez, donc c'était aussi intéressant par rapport à... Et l'air, on vous avait dit bien avant que ce n'était pas là, qu'il allait être coupé, ou c'est sur le moment que la décision a été prise? Heureusement, on nous prévient un petit peu avant, ça je peux vous le dire. Non, mais par contre, j'ai voulu le rajouter parce que je l'avais déjà fait en scène en plus. Ouais. Donc moi, j'adorais. Vous avez milité auprès du chef pour... Oui, auprès du chef, auprès évidemment de la maison ici. Mais voilà, le chef d'orchestre et le metteur en scène décident de coupe en mars. Si au mois de mai ou au mois de juin, voilà, on leur demande, pour eux, c'est trop tard, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, comme vous le dites, même si on reprend des ouvrages, ça n'est pas toujours la même construction. C'est ça, effectivement. En particulier dans un cas comme les meilleurs. Et les rôles de Valentine et Marguerite, il y a des petits problèmes d'édition, ou des coupures, ou non? Il y a eu des coupures aussi dans les ensembles. Et puis, ils ont mélangé Berenreiter et puis une autre. Là. Ça. Oui. C'est des collages à chaque fois. C'est que je réfléchis, moi, en 3 fois, j'ai eu 3 partitions différentes, vous voyez? Oui, exactement. Donc, moi, j'ai un petit coupure dans le duo de Raoul et Marguerite. Oui. On a 2 pages de colorato qu'on a coupé. Pour moi, c'était OK. Parce que j'ai dit, oh, pas chanter ça, ploup, ploup, ploup. Non, mais la prochaine fois, je voudrais faire. Vous avez on vous a déjà proposé, là, après vous avoir entendu dans ce rôle, des reprises des Huguenots, de Marguerite de Valois, dans un théâtre? Pas encore? Non, pas encore. Non. Vous non plus, pour Valentine? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans un opéra qui commence à 18h et qui se termine à plus de 23h, 5 actes? Mon Dieu, pour moi, je devais chanter à la fin du 3e acte. Ah oui. Attendez, c'est la tension. Je fais le vocalise. Et vous donnez tout à ce moment-là. C'est comme ça. Voilà. Même, je devais attendre 5 heures. Même si je chante la 2e partie. Voilà, c'est ça. La tension monte. Mais bien sûr. Oui. La voix, à chaque fois, je ne sais pas combien de fois j'ai chanté déjà pour 5 heures dans ma loge, la partition. Voilà. Oui. Lisette, qu'est-ce qui est le plus difficile? Presque, mais non, je comprends bien ce qu'elle dit, mais pour moi c'est plus facile. Je chante tout au début. On est au début, nous. Tout le plus que chante Marguerite, c'est au début. Donc je suis finie à 80. À 80 heures. Mais je dois sortir 3 fois avec 4 robes. Oui. Et pour moi, c'est un peu... qu'il faut encore, me faire le maquillage et blabla. Non, mais je sais bien ce qu'elle dit. C'est intéressant qu'elle arrive à chanter tout ce qu'elle chante après de 19. Après de... Je prends le premier acte, juste, je fais l'apparition avec juste le vrai, avec le mariage. Et après, le 2e acte, juste, on a quelque chose ensemble. J'attends 45 minutes après. Entracte. Le 3e acte, encore, je commence avec encore un entracte. Et le 4e acte, enfin. Oui, c'est ça. Le 3e, elle a une grosse partie aussi, quand même. Oui. Le duo Marcel, c'est très lourd. Et c'est vrai que finalement, on est chanceuse avec Lisette, parce que acte 1, acte 2, le plus gros est passé. Après, on a le final du 3, mais c'est Valentine qui prend la relève 3, 4, 5. Quoi. Donc c'est vrai que pour gérer, c'est plus difficile pour les rôles qui sont vers la fin, évidemment, que les rôles du début. Pour gérer c'est pour ça, pour moi, j'étais la première fois avec cette expérience où je commence immédiatement avec la Traviata, avec la Butterfly. Voilà. Et ici, je me trouvais un peu, je dis, oh là là. Mais bon, c'est une expérience. Voilà. On peut revenir un petit peu au processus de répétition. Alors, vous arrivez de Pesaro, Brian Himmel est là pendant quelques semaines. Racontez-nous un petit peu, un mois, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Enfin, j'imagine que le coup de théâtre sur un plateau, dans un théâtre comme ça, lorsque le rôle, et quel rôle de ténor C'est exigeant, c'est un rôle exigeant, oui. Oui, pourquoi? Pour le ténor, le ténor a besoin de 2 voix. 2 voix, Au moins. Exactement. Et pourquoi le premier et le 2e acte, c'est un ténor très lyrique, très léger. Et après, ça commence, le ténor avec beaucoup de drame.
Et on a écouté beaucoup de fois, peut-être complètement un peu changé, le Raoul de Corelli. Et quelquefois, tout le public attendait quelque chose comme ça, très, très, très dramatique. Mais c'est difficile, pour le ténor, c'est très, très difficile. Mais il a travaillé vraiment très, très bien, vraiment très bien. Mais comme je disais avant, nous sommes des humains, et quelquefois, on ne peut pas penser qu'est-ce qu'il vient dans notre vie. C'est une surprise chaque fois, positive et négative. C'est la vie comme ça. Ouais. Quand on lit ici et là les commentaires sur les Huguenots, on dit que c'est un ouvrage plein d'invraisemblances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Karine Deshaies? Alors, ils veulent parler de quoi exactement? Disons que c'est un drame, le récit amoureux est peu crédible et qu'il se greffe sur un grand... Non, pas du tout, parce qu'après, justement, c'est Marguerite de Valois qui va épouser un protestant. Donc non, moi, je ne trouve pas que ce soit invraisemblable. Non. Ça reflète bien, en plus, la société de l'époque, où il y avait les soirées mondaines, les orgies, voilà, les femmes, la boisson. Et après, tiens, on est croyant et il faut penser à notre devoir, voyez. Non, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'invraisemblance autant que ça. Après, évidemment, c'est toujours difficile de lier les deux. C'est-à-dire qu'il y a une histoire d'amour et puis il y a un fait historique fort à côté. Mais moi, je trouve qu'au contraire, le drame est là et on s'ennuie jamais, quoi. Enfin, je sais pas, après, les gens qui sont déjà venus voir le spectacle, il se passe toujours quelque chose, quoi. Et on passe par tous les sentiments et je trouve que c'est une œuvre très forte pour ça. C'est à ça que tient le génie de Meyerbeer, cette façon de oui, de puis la gestion des chœurs, des chœurs est fantastique. Et puis de mettre en relief chaque personnage. Moi, à chaque fois que j'entends cette musique, en plus, ça me fait penser à plein de choses. On se dit que finalement, Verdi a dû entendre des choses qui l'ont inspiré. Vous voyez, j'entends de l'Offenbach, j'entends du Gounod, même du Wagner. Enfin, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de choses. Et il faut dire en plus que dans cet ouvrage, ça a été la première utilisation de la clarinette basse. Et c'est très intéressant le trio justement a cappella des 3 chanteurs avec juste la clarinette basse qui les soutient. Vraiment, il y a des choses très fortes dans cet ouvrage. J'ai trouvé cette phrase de Berlioz qui dit, à propos, qui était un grand admirateur des Huguenots, et qui disait que Monsieur Meyerbeer a semé des richesses musicales suffisantes pour la fortune de 20 opéras. On entend énormément de choses dans cet ouvrage. Lisette Oropesa, vous avez appris à parler français comment? Aux États-Unis. D'accord. Je te jure. Non, parce qu'en Louisiane, je suis née à Nouvelle-Orléans. Oui. Et en Louisiane, on apprend des leçons français, des petites. Pas beaucoup, pas complètement pas complètement toute la journée, mais 1 heure chaque jour avec les petits. Et je ne sais pas, comme j'ai gardé beaucoup de ce que j'avais appris de très petite, parce que ma famille n'est pas française, ma famille est espagnole, de Cuba. Donc, on parle espagnol à la maison. Oui, mais dans l'école, j'ai appris beaucoup. Je sais pas, j'ai gardé beaucoup. Et après, à l'université, j'ai fait aussi des classes français. Non, moi, j'aime bien la langue. C'est une langue que pour chanter, surtout, je crois que c'est ma langue préférée. Parce qu'on a beaucoup de voyelles. Oui. Et on peut jouer avec le couleur, on peut jouer avec le placement. I don't know how you say that. Le placement de la voix. Le placement. Oh, I love that. Avec le placement de la voix où arrive. En anglais, on n'a pas ça. Anglais est toujours derrière, oui. Voilà. Et français est toujours ici, dans les dents, dans la bouche. Oui. Voilà. Et ça, pour moi, m'aide beaucoup à chanter en français. Voilà. C'est plus facile de chanter français, je pose la question à Karine Deshaies, j'aurais envie de dire en tant que française. Non, je dirais que l'italien est plus facile parce qu'il n'y a pas de nasal. La difficulté de la langue française, c'est les nasales. Moi, j'adore les nasales. Mais ceci dit, j'ai beaucoup de plaisir à chanter dans ma langue maternelle. Moi, j'ai pas le problème. Mais physiologiquement, normalement, il est impossible dans l'aigu de faire des on, des un, des en. Et là, on doit penser à la fondamentale de cette voyelle. C'est-à-dire que si on fait un en, le en, c'est un a en fait.
A. Donc on va penser à un A. Le on, ça va être le O. Le un, c'est le E. Donc en fait, on est obligé un peu quand même de réfléchir, vous voyez, sur certaines nasales. Mais l'histoire des voyelles, par contre, c'est évident. Il y en a beaucoup plus qu'en italien, avec justement toutes nos nasales, les diphtongues. Donc c'est une langue riche de par le nombre de voyelles. Mais c'est vrai que si on ne met pas les nasales, vous voyez, dans le nez pour faire des un, des on, c'est très agréable à chanter. Voilà. Est-ce qu'il y a des compositeurs, Meyerbeer par exemple, qui sait qu'un aigu préparer le terrain pour ne pas mettre de nasal à ce moment-là, ou alors pour le aménager coup, en quelque sorte son écriture musicale en fonction des difficultés que va rencontrer le chanteur? Oui, pour le coup, c'est bien écrit. Il y a souvent des voyelles ouvertes. Les voyelles fermées, ça va s'arrêter au la. Au-delà, c'est plutôt des voyelles ouvertes. Non, c'est vrai. Et les chanteurs changent ça. Toujours. Ils changent. Quand tu regardes la partition, quand même, une partition en italien, on change toujours les cadences, les mots, pour être plus confortable. Ouais. On met toujours ben, et après le mot. Ouais. Ou avant le mot et après parce que c'est difficile de chanter voilà. Et c'est pour ça. Ouais. Hermonella, le français? Oui, mais j'adore, moi aussi j'adore. Mais pour moi c'est un peu difficile encore, je travaille sur ça, mais sur le récit. Quelquefois, ce sont beaucoup de mots avec les nasales, mais un peu haut avec la tessiture. Et pour faire vraiment très bien avec les nasales et tout, à chanter des aigus, c'est un peu difficile. C'est pour ça que je suis très contente qu'elle dit qu'on peut changer un peu. Ça. Légèrement. Oui, elle nous a dit. Ouais. Exactement. Elle nous a aidé beaucoup. Elle vous a coaché? Oui. Karine, oui, elle doit être payée de plus pour faire beaucoup de coaching. Et parce qu'elle connaît très bien l'opéra. Elle m'a dit, Lisette, ici, jamais chanter ça. Il faut chanter ce mot-ci et pas ce mot-là. Voilà. Et elle me dit toujours, non, c'est la vérité. Ouais. Elle m'a aidé beaucoup. D'accord. À tout le monde. Vous aussi. Vous aidez? Moi aussi. Elle vous aide également dans Valentine. Ouais. Vous donnez des trucs comme ça, Karine Day Non, c'est pas des trucs, non. Mais effectivement, c'est ma langue maternelle. Donc, si les gens me demandent, évidemment, je les aide. Mais j'ai pas eu besoin de beaucoup d'aider, hein, je vous promets. C'est pour ça, elles sont très douées quand même. Hein, donc, c'est pour ça, elle est fantastique à faire la musique avec des amis. Voilà. C'est la raison. Quel rôle français avez-vous chanté jusque-là, Hermonella Jao? Mireille, Faust, Marguerite, Thaïs, Michaela, on avait chanté ensemble. Ouais. Juliette? Juliette, non, pas encore. Antonia aussi, non? Antonia, oui, j'ai oublié. Oh là là, j'ai oublié de jouer. Oui, Antonia, oui aussi. Ouais. Et vous, Lisette, les rôles français que vous avez chantés? Alors, Leila, Ophélie, Les Indes galantes, les deux rôles Hébé et Zima de Les Indes galantes de Rameau. La fille du régiment, ça c'est italien mais c'est en français, ouais. La fille du régiment, il y a une autre très... Sophie de Werther, merci. Il y a un autre plus grand. Steven, where are you? Il connaît très bien ma carrière. Il faut me dire, what's my other French role that I sung a lot? Leila, there's another like really big one. Huh? Marie de la... Yeah, Daughter of the Regiment. I said that one already. I feel like there's another one. On va chercher. Ouais. Est-ce que vous venez d'une famille de musiciens? Si je suis une musicienne. Est-ce que vous venez d'une famille dans laquelle le chant... Oui. Comment vous avez découvert votre voix? Moi, très petite. Ma mère était chanteuse aussi. Moi, j'étais... Chanteuse d'opéra? Oui, chanteuse, oui. Et donc, dans la maison, on avait entendu beaucoup de disques, beaucoup de chanteurs. Mon grand-père aussi aimait beaucoup l'opéra. Et moi, pour moi, c'était jamais une chose bizarre, une chose de chanter bizarrement. C'est pour moi une chose très belle. M'a fait penser à ma mère, à la voix très très belle qu'elle avait et qu'elle a encore. Elle m'a enseigné toujours à chanter comme ça, et pas chanter comme ça forcé. Parce que tu sais que les petites veulent faire crier. Et elle m'a aidé, non, pas crier, chanter comme ça. Et toute la vie, j'ai fait des leçons de la flûte, parce que j'adorais la flûte, je joue aussi la flûte. Non, et quand je suis arrivée à l'université,
ma mère m'a dit, tu sais, tu as une voix très spéciale, il faut chanter. Je crois que tu auras un succès dans ta vie comme une chanteuse. Et j'ai dit, ok, maman, pour te faire plaisir, je vais faire une audition à l'université du chant. Où ça? C'était où ça? À l'université de Louisiane, oui. Et oui, ils m'ont dit, non, Lisette, il faut chanter, tu as une voix très belle. Mais j'ai dit, mais j'ai étudié pour beaucoup d'années la flûte. Mais c'était pas le grand talent que j'avais. Donc, et j'ai laissé la flûte. Mais je suis heureuse que j'ai commencé avec un instrument. Parce que les chanteurs, beaucoup de chanteurs ne connaissent pas la musique écrite précisément. C'est une autre façon d'apprendre la musique. Quand on est un chanteur, on utilise beaucoup l'oreille et pas la musique écrite. Voilà. Et pour moi, m'a aidé beaucoup. Et parce que la flûte est à peu près à la voix que j'ai. Je ne suis pas un baryton. Donc pour moi, est pareil. Elle m'a aidé beaucoup. Hermonella Ajao, le jour où on vous a dit vous avez une voix, il faudrait... Ma famille, pousser un peu. Je viens d'une famille de militaires, mais ouais, rien à faire avec la musique. Mais j'ai découvert l'opéra quand j'ai vu pour la première fois la Traviata en Albanie, et ça a été comme un amour avec les premières sensations quand tu écoutes la musique. Et j'étais 14 années, et je disais, et voilà, c'est ma vie. J'étais vraiment très, très timide, mais quand je pensais à la musique, à l'opéra, à Traviata, parce que c'était la Traviata pour la première fois que j'ai vu l'opéra, et je disais, et voilà, c'est ma vie. Et je devais étudier, je devais faire toutes les... Et je disais à mon frère, je ne mourrai pas, je ne chante pas une fois dans ma vie la Traviata. C'est pour ça que c'était quelque chose vraiment... Et dans ce moment, j'ai commencé à étudier professionnellement. Et j'ai découvert un morceau chaque année, des choses très, 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 très importantes. Je peux dire que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup, et maintenant encore, c'est une rêve. Chaque fois que je chante sur scène, chaque fois que je prends la technique, chaque jour, on change chaque jour, notre corps change, ça change même l'instrument vocal. Et c'est une rêve que je vis avec mon âge. Et c'est chaque fois, j'ai cette mémoire quand j'ai décidé à être une chanteuse d'opéra. Je disais chaque fois sur scène, c'est la première et dernière fois de ma vie. C'est pour ça, et c'est un rêve chaque fois quand je suis sur scène. Ce que vous vous dites. Ouais. Que je dis, c'est la première et dernière fois. Je vous jure. Et c'est pour ça que je donne tout. Je ne pense pas que demain je devais chanter. Je ne pense pas, oh mon Dieu, je devais chanter un peu, pas forcer trop, pourquoi demain j'ai un autre spectacle. Non, je ne pense pas. Parce que c'est un rêve que je vis pour le moment. Et on ne savait pas, c'est demain qu'est-ce qui passe demain. C'est pour ça, mais chaque fois, chaque soir, chaque jour, c'est un rêve que je vis avec mon âge. Voilà. Et vous, Karine, c'était un coup de foudre avec un rôle aussi que vous avez vu, ou comment ça s'est fait, la découverte de la voix et l'envie de devenir chanteuse? Alors moi, certaines personnes de l'Europe doivent le savoir, parce que c'est ma 23e production ici à l'Opéra de Paris, donc j'ai déjà raconté mon histoire plusieurs fois. Mais moi, mon papa était musicien, était corniste, et j'ai eu la chance de venir l'accompagner souvent justement à l'Opéra de Paris. Il faisait les musiques de scène, donc je venais voir les spectacles. Je venais voir aussi en coulisses. Je faisais aussi de la musique en amont. J'ai fait du violon. J'ai fait du violon pendant 8 ans. Et après, vers l'âge de 14 ans aussi, voilà, je me suis tournée vers le chant. Et en 87, j'ai un souvenir très fort. J'ai vu La Norma à Garnier avec Michel Lagrange et Martine Dupuis, 2 chanteuses françaises, voilà, sublimes. J'ai vu les fleurs qu'on lançait sur scène. Enfin, c'est une autre génération. Et j'ai eu un coup de foudre, quoi, vraiment. Et de voir les gens en plus de près, chanter de près, l'investissement aussi scénique.
Et puis cet opéra qui est tellement fort. J'ai eu des coups de foudre comme ça. La réouverture aussi de Garnier avec le Don Giovanni, dirigé par Scholti, avec René Fleming, avec Bertozzi. La dernière fois qu'on a vu Pavarotti ici aussi dans le Bal Masqué. Enfin voilà, j'ai plein de souvenirs qui m'ont marqué et qui m'ont dit j'ai envie de faire ça parce que c'est vraiment en plus le mélange et de la musique et du théâtre. Est-ce qu'il y a un rôle en particulier aujourd'hui que vous rêvez d'aborder, que vous n'avez pas chanté, ce serait lequel? Ça, c'est difficile parce que beaucoup de rêves se sont réalisés déjà pour moi, parce que j'ai déjà 21 ans de carrière. J'ai déjà touché à Charlotte, j'ai déjà touché à Carmen, à plusieurs rôles de Rossini, quelques-uns aussi de Donizetti. Peut-être, j'aurais envie de vous dire, une fois que j'ai déjà chanté les Cherubino, Sesto, Zerlina, Elvira, peut-être une comtesse dans les Noces de Figaro. Je me dis pourquoi pas. Ce challenge d'avoir chanté la comtesse Rosina dans Le Barbier de Séville de Rossini et pourquoi pas la Rosina dans Mozart. Voilà, ce serait peut-être un rêve ça. Hermonella? Moi aussi, j'ai chanté beaucoup de rôles. Beaucoup de Traviata. Traviata, Butterfly, non, moi j'ai commencé avec la musique baroque aussi. Oui. Et j'adore retourner avec La Blanche, le Dialogue of Carmelite. J'adore ça, tous les personnages avec beaucoup de drame. Et je voudrais retourner à Manon Lescaut, Puccini. Je l'ai chanté juste une fois. Et peut-être retourner avec une autre expérience de vie professionnelle. Mais maintenant, je ne pense pas à quelques rôles de mon rêve pour que je les chanté. Ouais. Tosca? Oui, j'ai eu des propositions du Tosca, mais je ne la sens pas dans mon personnalité. Encore. Non. Mais je voudrais retourner à Sor Angelica encore, mais je fais mon début d'Adriana Lecouvreur aussi, Iris Mascagni, et j'adore la voix humaine. Poulenc? Poulenc. Toujours, ouais. J'adore la voix humaine. Oui, c'est ça. Un projet? Un projet, oui. Ouais. 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 Bon. Lisette, vous, le rôle que vous adoreriez chanter, que vous chanterez un jour, mais que vous aimeriez vraiment chanter? J'aimerais les rôles que j'aimerais chanter. J'ai pas eu un offer. De proposition? Une proposition. Ah. Donc il faut attendre un peu. C'est quel rôle? Désolée. Je voudrais chanter Puritani, le soprano de Puritani. J'ai jamais eu l'opportunité. Karine l'a chanté, non? Alors moi j'ai fait Puritani mais version Malibran, Elvira version Malibran. Ah, wow. C'est-à-dire que l'air est transposé, Oui. mais le duo du début c'est la même tonalité et la fin. Alors là on peut remercier Bellini. La phrase sublime, ça n'est pas le ténor qui chante, mais c'est Elvira. Ah. Effectivement, c'est très intéressant comme version aussi. Voilà. Moi, je voudrais bien aussi chanter Sonnambula, de rôle de Bellini. J'ai jamais chanté un rôle complet de Bellini. Peut-être on peut faire... Giulietta. Oui, on peut faire ensemble Capuletti, Montecchi. Des rôles français aussi. Je voudrais chanter dans l'avenir Juliette. Et peut-être Manon dans l'avenir. Dans un théâtre qui est bien pour moi. Pas peut-être un théâtre très grand, mais je voudrais, bien sûr. Un théâtre bien plus pour petit, vous. Oui. Celui dans lequel vous avez le plus chanté jusque-là, c'est le Metropolitan de New York, non? Oui, le Metropolitan. Le plus grand? Celui le plus souvent, non? Oui. Vous avez fait partie d'un... Oui, parce que j'étais jeune artiste là, pour beaucoup d'années et j'ai chanté beaucoup de rôles là. Mais les rôles grands, j'ai seulement chanté 2 rôles grands là, ou 3 peut-être. Gilda, Susanna et Nanetta sont les rôles les plus grands. Sophie aussi un peu grand, mais pas grand comme la prima donna du soirée. Donc oui, il faut attendre. On a beaucoup d'années. Qu'est-ce que vous avez appris dans le programme du Metropolitan Opera? Comment ça se passait ces années? Très bien, j'ai appris beaucoup, oui. Travailler avec beaucoup de chanteurs très fameux. Renata Scotto, par exemple, avec James Levine, quand il était le chef du programme avec moi. J'ai travaillé beaucoup avec lui. Mirella Freni est venue une fois. Kiri Te Kano est venu une fois. Non, pour moi, c'était un rêve. Toutes les 3 années que j'ai passées là à New York,
c'est une autre chose aussi, être un étudiant dans un théâtre comme ça. Parce que tu es comme dans le lycée, right? Dans high school. Mais tu es dans le théâtre plus grand du monde. Et tu es dans la cantine. Et passe René Fleming et Nathalie Dessay et tous les chants. Oh, tu es comme ça. Oui, c'est incroyable. J'ai appris beaucoup de Nathalie Dessay, il faut le dire. Elle, pour moi, elle a changé le monde du colorature. Après Nathalie, c'est une chose. Avant Nathalie, une chose, et après Nathalie. Elle a changé tout. Il faut la remercier. Parce que c'est une actrice, c'est ça? Oui, elle m'a aidée un peu avec Ophélie. Moi, j'ai gagné beaucoup de concours avec l'air de la folie d'Ophélie. Et j'ai fait 2 coachings avec Nathalie Dessay parce que j'étais fan de mourir, on dit en italien, da morire, une fan. Et elle m'a aidée, elle m'a donné un coaching, elle m'a dit toujours le plus important de la folie est d'être dans la vérité. Dire toujours la vérité. Et sur scène, c'est une chose que j'ai appris de elle. Je suis allée beaucoup de fois à ses répétitions quand elle a chanté Lucia, la nouvelle production qu'on a dans le maintenant c'est pas nouvelle, mais était nouvelle pour elle. Et je suis allée tous les jours à voir les répétitions. Et elle m'a fait pleurer, elle m'a fait réfléchir sur le monde parce qu'elle a changé vraiment encore comment il faut être sur scène. Comme un chanteur de colorature. Parce que c'est pas chanter joli. Il faut avoir une autre chose, un sentiment, des émotions. Hermonelle a fait toujours ça. C'est une chose que j'adore de toi, que tu fais toujours. C'est pas juste le chant, c'est le chant et c'est le personnage, le jeu. Et moi, pour première fois, j'ai eu l'inspiration de trouver ça à l'intérieur. Et donc, j'ai appris beaucoup. Ouais. Vous êtes toujours en contact avec elle? Elle vient vous écouter? Non. Non, quand elle a... Oui. Elle est au théâtre en ce moment. Elle joue au théâtre. Bah ouais. Du mardi au dimanche, elle joue même 2 fois le samedi. Et elle est incroyable. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai dit. Elle m'a fait pleurer quand elle chantait. Elle m'a fait pleurer en actrice. Ouais. Elle est sublime. Elle est sublime. Quelle est la figure, vous, Karine Deshaies, qui a été le plus marquant, je ne sais pas, que vous avez rencontré ou alors au disque? Est-ce qu'il y a eu vraiment un modèle comme ça? Alors les deux, que j'ai adoré au disque, dont j'étais fan et j'ai couru derrière à 13 ans pour un autographe. Et après, avec qui j'ai eu la chance de travailler, c'est Régine Crespin. Voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de la rencontrer, d'avoir fait une masterclass autour de Berlioz avec elle. Et je suis sûre qu'elle est encore avec moi d'ailleurs, parce que c'est des rencontres tellement exceptionnelles. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Alors, elle m'a énormément guidée par rapport à l'interprétation, même carrément pour monter un rôle. C'était pour faire le rôle de Béatrice dans Béatrice et Bénédicte. Comment gérer un air de 9 minutes, où s'économiser, où on peut au contraire donner davantage la voix. Trouver le choix des tonalités dans le cycle des nuits d'été, parce que c'est très difficile. Au départ, il y avait 2 personnes qui ont créé le cycle. Et donc, quand c'est une seule voix, il faut vraiment bien gérer les tonalités de chaque mélodie. Et justement, elle a toujours dit, voilà, c'est peu importe la voix que l'on a, le souffle que l'on a, quand on a une respiration, il faut toujours l'assumer, il faut que ce soit toujours musical. Et notamment pour le français, ne jamais être dans la surarticulation, jamais. C'est-à-dire qu'on doit toujours garder ce legato. On a cette ligne, on a les voyelles, et les consonnes, c'est comme des petites pinces à linge, voilà, qu'on met sur le fil, et ne jamais surarticuler. Et quand on l'entend chanter, on a encore des disques d'elle, c'est vraiment cette leçon-là. Hermonella Jao, vous? Pour moi, c'était Maria Callas. Et voilà. Et jamais j'écoutais quand elle était vivante, mais j'écoutais par le disque. Et quand j'ai quelques propositions de quelques rôles opéra qu'elle a chanté, juste j'écoute 1, 2 fois et après je voudrais trouver quelque chose de mien. Mais Maria Callas, elle-même a changé le monde de l'opéra. Pourquoi elle a utilisé la voix comme un pont dans le cœur.
ça commence dans le cœur des artistes, dans le cœur du public. Ouais, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup être très humain, même avec des choses pas parfaites, mais très très humain. C'est pour ça, c'est la connexion qu'elle a eue avec le public. Et voilà, c'est pour moi, c'était le Maria Callas. Et chaque fois, je cherche de trouver les choses que je peux donner moi-même aussi, avec mon expérience. Mais pour moi, c'était Maria Callas. Voilà. Je me tournais vers le public. La reine, Valentine et Urbain sont à vous si vous voulez poser des questions sur la production, sur des questions sur les parcours. Les micros sont là. Madame. Ah oui. Oui, compositeur d'une haute non-originalité, disait Schumann. C'est un article assez étonnant à lire, d'autant plus qu'il est très très bien documenté, que c'est Schumann lui-même, et ceci peut expliquer que l'œuvre était si peu jouée au XIXe siècle, enfin, est très mal vue en Allemagne et en France. Voilà, bon, je ne sais pas si vous étiez au courant de cette... Il y a un article, oui, il y a des propos de Schumann qui sont terribles. Ah, terrible, vraiment terrible, et surtout c'est Schumann en plus, alors c'est un petit peu... Avec Il Crociato, j'ai continué à compter Meyerbeer parmi les musiciens. Avec Robert le Diable, j'ai commencé à avoir des doutes. Avec les Huguenots, je le place parmi les gens du cirque Franconi. Ah oui, c'est très dur. Robert Schumann. Robert Schumann. Et j'ai une autre question musicienne. Je voulais savoir quelle était l'édition sur laquelle vous avez travaillé, parce que j'accompagne des chanteurs. L'édition Ricordi. Mais c'était un mélange. Un Ricordi, Breitkopf. Donc américain. C'était un mélange. D'accord. Plein des erreurs. Oui. Oh, il faut dire. Oh là là. Il n'y a pas d'édition critique? Oui, celle-ci est déjà critique, mais il y a des fautes et dans les notes et dans les paroles. Ouais, donc il faudrait faire une nouvelle édition critique. Vous voyez? Ça serait bien. Oui. Merci. Une question? Madame. Bonsoir. Et je voulais vous poser une question en tant qu'architecte ou plutôt même historienne et sur cette période et ce que vous ressentez par rapport à cette période. Parce qu'en histoire, on parle beaucoup du fait qu'il y a une humanisation au cours de l'histoire. On devient plus humain, par exemple, on va accepter une religion, on ne va pas accepter, on va accepter une autre classe sociale, parce que dans cette histoire de la Saint-Barthélemy, on a l'impression que c'est justement presque l'inverse, parce qu'il y a une nation qui commence à se créer, il y a en même temps la noblesse catholique est confrontée aux Huguenots qui étaient plutôt bourgeois, et il y a en même temps des conflits sociaux très très importants. Et est-ce que vous, en tant que chanteur ou chanteuse, vous sentez tout cela, ou c'est pour vous plutôt une histoire d'amour, pas d'amour et des choses pareilles? Parce que dans cette histoire de la Saint-Barthélemy, il y a les massacres, il y a l'arrêt du massacre, il y a après l'édit de Nantes, il y a après la révocation de l'édit de Nantes. On est en plein conflit entre le nationalisme, les religions, etc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, les guerres de religion sont toujours présentes. Donc nous, ça nous fait réfléchir, forcément. Mais c'est surtout que là, évidemment, on est en scène, on est au théâtre. Mais souvent, j'essaye d'imaginer la place du Louvre avec 3000 morts sur la place du Louvre quand même. Je ne sais pas si vous avez jamais vu, dans Paris en tout cas. La place, d'après les récits, voilà, était rouge de sang. La Seine était rouge de sang. Et je crois que le même soir, dans toute la France, c'était 6000 morts. Donc on imagine quand même la dureté, voilà, de la chose. Et puis vraiment de se dire qu'au nom de Dieu, voilà, il fallait forcément tuer celui qui ne pensait pas pareil, comme vous dites, ou qui était différent. Donc c'est, hélas, oui, toujours d'actualité.
Il y a un texte d'ailleurs tout à fait passionnant dans le programme de l'opéra sur les circonstances, ou enfin les mystères qui règnent encore sur le... peu d'historiens s'entendent, à vrai dire, sur le début précis de la Saint-Barthélemy, les raisons, enfin pas les raisons si, mais les responsables. Voilà, les Médicis, les Coligny. Exactement, Non, oui. Et puis il y avait des choses d'intérêt aussi. Qui a duré toute la journée, pouvoir. à vrai dire. Qui a duré, oui, ouais. Impressionnant. Ouais. 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 Autre question? Moi, Oui, c'est ça. C'est un conflit personnel. D'autres questions? Monsieur. Bonsoir. J'ai été très impressionné par la performance de Joseph Kang, qui est arrivé 3 jours avant la dernière répétition, comme ça, et qui n'a quasiment aucune coupure dans tout son rôle, du début à la fin. Comment s'est passé son accueil, l'insertion dans la production? Enfin, j'imagine que ça n'a vraiment pas dû être facile pour lui. Oui, il est arrivé 3 jours avant la première de Corée. Il était à Corée. En Corée, oui. En vacances. D'accord. Et il est arrivé et je lui ai dit « Oh, ça va, tout va bien ?» Il a dit « Oui, j'étais en vacances avec ma femme. » J'ai dit « Mais maintenant, elle est à Paris. » Et il a dit « Oui, elle est très heureuse d'être ici maintenant. »« Ah, je suis à Paris, quelles vacances !» Donc, non, il était toujours avec une énergie très positive. Et moi, pour moi, ça a été la chose la plus belle de lui. Il n'est pas arrivé avec... il était toujours heureux d'être ici, remerciant, thankful, toujours gentil avec tout le monde. On a exigé beaucoup de lui et il était toujours là, présent. Oui, absolument. On était comme une famille. Hein. Exactement. Il arrivait pour la dernière scène orchestre. Et normalement, oui. on devait avoir 2 jours de repos avant la pré-générale. Et nous n'avons pas eu 2 jours de repos parce que nous avons répété avec lui pendant ces 2 jours. Et c'était notre responsabilité de répéter avec lui pour l'accueillir. Voilà, on est une famille. Donc, on a dû chanter 5 ou 6 jours de suite. Voilà, tous ensemble, à fond, comme ça. Il l'avait déjà fait, en fait. Oui, à Berlin et avec Mariotti. Mais il y a 1 an ou 2, non? 2 ans. Il y a 2 ans. Donc il a une très bonne mémoire aussi. C'est un ordinateur. Incroyable. Je pense qu'il y a peu de ténors qui ont ce rôle à leur répertoire aujourd'hui. Oui, Peu. ils sont presque 4, 5. Oui. Non, c'est ça. Flores, Michael Spires. Gregory Kunde, avec qui je l'ai fait. Kunde. Eric Cutler. Mais il y a certains qui veulent plus John chanter. Osborne. John Osborne, il va le faire. Il va chanter. Alors on va dire 5-6. Certains ne veulent plus chanter le rôle. Oui, en même temps, Gregory Kunde n'a plus 25 ans, j'ai envie de vous dire. Et maintenant, il fait Othello de Verdi. Vous voyez, il y a une évolution dans sa carrière, mais ça a été un extraordinaire rôle. En fait, c'est un rôle complexe parce qu'il faut cette facilité dans l'aigu. Ça monte au contre-ré quand même. Il faut un médium très large parce qu'en dessous, l'orchestre de Meyerbeer, il n'y a pas 35 musiciens. Donc en fait, c'est ça. Et de l'endurance parce qu'il est là les 5 actes. Voilà, c'est le seul qui est là les 5 actes à chanter. Et c'est vrai que c'est souvent quand je regarde le parcours des gens qui ont chanté en tout cas ce rôle, c'est souvent des anciens chanteurs rossiniens, donc qui ont déjà cette facilité, voilà, à aller dans l'aigu et à gérer cette écriture. Et après, ils laissent la voix s'épanouir. Et voilà, et ils peuvent chanter ce rôle. Mais c'est vrai que c'est difficile. Il y a 5-6 personnes dans le monde qui l'ont au répertoire. Donc, on a même eu de la chance, effectivement. Est-ce que vous enseignez, Karine? Alors, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. En enchaînant justement les productions et les concerts, je n'aurai pas le temps de m'occuper d'un élève. Et si je veux enseigner, je veux le faire bien, très bien, comme mon métier. Donc, je n'enseigne pas, mais je fais déjà des masterclass. Et j'en ferai une d'ailleurs ici à l'Académie en janvier.
J'ai déjà fait aussi à la Monnaie à Bruxelles, je vais faire au CRR, voilà, j'ai fait aussi à Genève. Mais voilà, ça me plaît parce que c'est une journée, 2 journées, voilà, si je peux aider les jeunes. Mais je n'aurai pas le temps, en tout cas. Voilà, il faut être libre toutes les semaines, il faut les suivre. Et quand on est en production, voilà, pendant là, 2 mois et demi, je suis à la maison, mais il y a des fois où je ne suis pas chez moi. Donc voilà, il faut vraiment être après, je ne dirais pas à plein temps, mais en tout cas très souvent présent pour suivre un élève. Des chanteurs, des jeunes chanteurs viennent vous demander conseil parfois? Oui, moi aussi, quand j'ai un peu de temps, j'ai commencé, moi aussi, un peu de masterclass. J'ai commencé en Albanie, après à Londres, Royal Academy of Music. Je retournais pour la Traviata. En même temps, je fais quelques jours de masterclass encore. Mais c'est un autre monde et j'adore ça. Pour attendre toute l'expérience qu'on a pris, parce que c'est pas facile. Les jeunes chanteurs, ça commençant avec les rêves, à être sur les photos, sur les journaux et magasins, mais non. Et quand on donne vraiment, c'est pas facile. Beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. C'est très très important pour donner. C'est ça, presque la technique, mais même le travail qu'on a besoin pour arriver. C'est le niveau. Oui. Et vous? Oui, moi aussi, oui, j'ai fait de masterclass, aussi de leçons de voix à l'université, aux États-Unis, à beaucoup d'universités, aussi ici en Europe. J'ai fait... Oui, ma mère est enseignante de voix, du piano aussi. Donc, j'ai toujours eu peut-être le désir de faire... Oui, de faire... enseignante, professeur, prof de voix. Oui. Mais après, oui. Des questions? Encore dans la salle? Madame? Simplement, merci. Parce que vous êtes extraordinaire et vous savez que je ne suis pas venue qu'une seule fois. Bon. Ah, ben, depuis la Générale, j'ai raté une représentation, je crois. Bravo. Oui, et encore, c'était pour mon travail. Parce qu'on a je suis antiquaire et on a une soirée au marché Biron qui n'était pas prévue quand j'ai acheté mes places. Voilà. Non, simplement, je voulais, pour terminer, si personne n'a pas de questions, parler de Montserrat Caballé. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'elle nous a quittés samedi dernier. Et que c'était une grande dame, avec un cœur énorme. Voilà, une grande amie pour moi. Et j'étais avec la famille à Barcelone. Donc voilà. C'est triste. J'ai jamais connu Montserrat Caballé. J'ai pas eu l'opportunité, mais j'ai entendu beaucoup de Montserrat Caballé. Oui, parce que ma famille était amoureuse d'elle. Elle est espagnole. Donc pour nous, c'est une chose d'être fier, tu sais, d'avoir chanteurs, peut-être comme les chanteurs français. Nous sommes fiers de notre chanteur, de notre nationalité, parce que c'est une chose de la représentation de le meilleur d'un pays. Mais le chant arrive à tout le monde. C'est pas une chose d'être espagnol, être français, être américain, être... Qu'est-ce que veut dire ça? Anyway, de toute façon. L'important, c'est arriver au public, même le public italien, le public français, ils sont tous exigeants. Et je crois que quand on part une voix comme ça, une personne, une legend, exceptionnelle, oui, mais on se souvient toujours d'avoir entendu ça. Et qu'elle a touché à tout le monde. Comme Maria Callas, comme on dit, Hermonella. Hermonella n'a jamais connu Maria Callas. Mais à Maria Callas, Hermonella, elle a appris quelque chose. Elle suit le chemin. Tu sais? Et pour nous, c'est une chose de l'opéra qui est incroyable. L'opéra, c'est une histoire. Nous participons à l'histoire de l'opéra. Nous sommes fiers, absolument. C'est un privilège.